Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet assez touffu, le monde des distributions Linux. Bonjour, oui, un univers immense. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur une analyse vidéo intéressante de la chaîne Darkon Linux. Ils ont tenté une sorte de cartographie. Mhm. Alors, soyons clairs tout de suite. Le but, c'est pas de sortir la meilleure distribution. Ça n'existe pas vraiment. Non, c'est très subjectif. C'est plutôt de comprendre comment elles s'organisent, un peu leur philosophie, à qui elles s'adressent. Bref, d'y voir plus clair, quoi. Exactement, une sorte de visite guidée. Alors justement, la source propose une approche visuelle, une sorte de carte avec deux axes. Ah oui, Oui, verticalement, ça va de l'usage généraliste, genre bureautique, tout en bas, jusqu'au très spécialisé, comme les serveurs, tout en haut. d'accord, logique. Et horizontalement, c'est la facilité. À gauche, les plus simples, les plus conviviales. Et plus on va vers la droite, plus ça devient, pour les experts. C'est une bonne idée pour visualiser ça. Alors, pour commencer à démêler tout ça, il faut sans doute parler des fondations. Les distributions mères, Absolument. c'est essentiel. Il y a des lignées, des philosophies différentes qui partent de là. On peut commencer par Slackware, par exemple. Slackware. C'est la plus ancienne encore en activité. Très minimaliste, réputée pour sa rapidité, mais bon, faut déjà s'y connaître un peu. D'accord. Et après, L'incontournable Debian, j'imagine. évidemment, Debian, c'est un pilier. Stabilité, engagement pour le logiciel libre, une gouvernance communautaire forte. Et une descendance énorme. Ah oui, énorme. Elle est partout. Serveur, poste de travail, très polyvalente. Et du côté entreprise. Alors là, on pense tout de suite à Red Hat. Dès le départ, une orientation très pro-entreprise. C'est un acteur majeur, que ce soit pour les serveurs ou les postes de travail, mais plutôt pour utilisateurs avertis aussi. Et les autres mères importantes? Il y a Gentoo, très particulière, c'est une distribution source. C'est-à-dire? On compile soi-même les logiciels pour qu'ils soient optimisés pile poil pour son matériel. C'est pour les informaticiens patients, on va dire. Ah oui, d'accord. Très spécifique. Tout à fait. Et puis Arch Linux. Là, la philosophie, c'est KISS. Keep it simple, stupid. Simple, mais pas forcément facile. Voilà. C'est une rolling release, donc mise à jour continue, logiciel très récent. C'est pour les passionnés qui aiment bien être à la pointe et qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et il reste OpenSUSE. Oui, SUSE, d'origine allemande, au début très entreprise, puis la communauté a pris le relais avec OpenSUSE. Elle est très réputée pour sa facilité de configuration, notamment grâce à l'outil YAST. YAST, oui, ce panneau de contrôle très complet. C'est ça. Ok, super clair pour les bases. Alors, maintenant, si on regarde les filles, celles qui découlent de Debian, par exemple, il y en a tellement. Oui, c'est une famille immense. La plus connue, c'est Ubuntu, évidemment. Incontournable. Elle vise vraiment la convivialité, c'est souvent la porte d'entrée pour beaucoup de monde sous Linux. Et Linux Mint, souvent cité comme une alternative. Oui, Linux Mint, basé sur Ubuntu, mais qui cherche encore plus l'élégance, le confort immédiat, souvent avec l'environnement Cinnamon. C'est très apprécié. Et dans des niches plus spécifiques issues de Debian. On peut penser à Kali Linux, spécialisé dans la sécurité, les tests d'intrusion. Très ciblé, ou MX Linux, qui essaie de combiner un bureau efficace et une grande stabilité. D'accord. Et si on regarde du côté d'Ubuntu elle-même, qu'est-ce qui en découle? Ah, il y a des choses intéressantes. Zorin OS, par exemple, qui se présente vraiment comme une alternative à Windows ou macOS, avec un gros travail sur l'interface pour les débutants. Pour faciliter la transition. C'est l'idée. Et PopOS, qui est maintenu par un vendeur de PC, System 76. Elle est assez populaire, surtout dans le monde du jeu vidéo sur du matériel récent. Intéressant. Et dans les lignées de Red Hat et Arch? Alors, issu de Red Hat, on a Fedora. C'est un peu la vitrine technologique, très innovante, avec les logiciels les plus récents. C'est un projet communautaire, mais soutenu par Red Hat. Et pour Arch, pour ceux qui trouvent ça trop brut. Exactement. Manjaro est là pour ça. Elle vise à simplifier l'accès à Arch, avec une installation graphique, des configurations prêtes à l'emploi. Ça rend Arch beaucoup plus accessible. C'est fou cette diversité quand même. Ah oui, et on n'a pas tout vu. Ce qui est fascinant aussi, ce sont les distributions qui partent un peu de zéro, from scratch. Ah, Et qu'est-ce qu'elles apportent? souvent de l'innovation. Prends NixOS par exemple. Elle a une approche unique de la configuration dite déclarative. Ça permet de construire des systèmes hyper reproductibles. Reproductible? Oui, tu décris ton système dans un fichier et NixOS le construit. Tu peux revenir en arrière, partager ta config, c'est très puissant. Et puis Alpine Linux. Alpine, on en entend beaucoup parler avec Docker. Exactement. Elle est minuscule, ultra légère, très orientée sécurité. Parfaite pour les containers.
Et on pourrait citer Void Linux aussi, indépendante, rolling release, mais sans système D, ce qui plaît à certains. D'accord. Et juste un mot, parce qu'on parle beaucoup de Linux, mais il y a aussi les cousins, non? Le monde BSD? Ah, très bonne remarque. Oui, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, ils sont même plus anciens que Linux, issus directement d'Unix. Et leur réputation? C'est du solide. Très grande stabilité. Qualité du code reconnue. OpenBSD, en particulier, est célèbre pour son focus quasi obsessionnel sur la sécurité. Mais peut-être moins grand public. C'est souvent perçu comme ça, oui. Moins clé en main que beaucoup de distributions Linux. C'est plus pour les connaisseurs, ou pour des usages bien précis, comme des serveurs réseau très robustes, des pare-feux. Bon alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient, Esline? Je crois que le message principal, c'est qu'il n'y a pas une réponse. C'est ça. Choisir une distribution Linux ou même BSD, c'est vraiment une question d'adéquation. Tout à fait. Adéquation entre ce qu'on veut faire, de la bureautique, un serveur, du jeu, de la sécurité, du développement, Son propre niveau technique, ce qu'on est prêt à apprendre, et puis la philosophie qui nous correspond le mieux. Est-ce qu'on préfère la stabilité à tout prix, quitte à avoir des logiciels un peu moins récents, ou est-ce qu'on veut les toutes dernières nouveautés? la facilité d'emploi immédiate ou un contrôle total sur le système. Exactement. C'est ce mélange qui fait qu'une distribution sera la bonne pour une personne donnée, à un moment donné. Donc pas de jugement de valeur, juste des outils différents pour des besoins différents. C'est l'idée. Et peut-être une dernière petite chose pour la réflexion. Oui. Au-delà de la technique pure, il y a aussi d'autres aspects importants quand on choisit, surtout sur le long terme. Quelle est l'importance de la communauté autour de la distribution? Sa taille, sa réactivité, comment elle est gouvernée? Est-ce un projet purement communautaire, soutenu par une entreprise, un mix des deux? Ça peut peser dans la balance pour un usage perso ou pro. Très juste. La dimension humaine et organisationnelle derrière le code. C'est une excellente piste de réflexion pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.